Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans cette nouvelle émission, donc La Réunion Léla. Ce soir nous parlons de la mer, pas de chouchi, ne vous faites pas de chouchi au menu, je vous dis tout de suite, pas de maquereau, que du requin, c'est dans Causement Réunionnais. Ça n'a pas en tout cas fait sourire Jean-François Nativel, bonsoir. Bonsoir. Le requin, ça vous fait pas sourire? Bah écoutez, parfois on peut avoir un peu de sens de l'humour, effectivement, mais c'est vrai que là, surtout en cette période-là où on a fêté hier les 7 années de crise requin, voilà, c'est plutôt difficile. Quand on côtoie les familles de victimes aussi, là encore, voilà, samedi, moi la vie de 3 mamans, la souffrance l'est très grande et on connaît. Perdre un enfant, c'est une chose, mais quand DAI un adomoni vient, il dit ouais, à cause que ça l'était fait là, ou gagne pas du coup des enfants. Ben, goûte à nous. Nana de Moun, il dit ça, hein, il faut rouvrir les yeux. Ben ça, c'est ce qu'on appelle la double peine, elle est encore plus dure. Et il me voit ses queues à briser, franchement, il est impossible de rester sans avoir de l'émotion, sans verser une larme. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a, une agression de requin, que ce soit dans l'ouest ou même dans l'est, on l'a vu également dans l'est, on se demande toujours qu'est-ce que une personne fait dans la mer alors qu'on sait qu'il y a du requin. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des gens qui ont une passion pour la mer, et cette passion-là, c'est difficile de la décrire. Alors, mais comment dire, et pour expliquer ça, ouais, la meilleure façon m'y trouve, c'est avec mon enseignant Saint-Paul et avec mon bons élèves. Parce que par exemple, on a des classes où on a un tiers des élèves, il dit à moi tout le temps, monsieur, requin, bon, il mange rien avec les oreilles, la mer, c'est pas fait pour nous. Il dit à moi, la mer, c'est pas fait pour nous. Et donc, on est obligé de réexpliquer ça, mais ça fait un petit vidéo bientôt dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme, pour expliquer avec une classe, pour déconstruire un petit peu ce mythe-là. Il est vrai que le Réunionnais a toujours eu une relation très difficile avec la mer, parce qu'ici, la mer, elle est mauvaise sur la quasi-totalité de l'île, nous n'avons point de grands lagons. Mais il faut de monde y comprend que partout dans le monde où ça nana des îles, les gens y vivent dans la mer. La mer, quand il dit, Nana de Créole, il dit, ouais, la mer, c'est pas le milieu de l'humain. Mais il dit, et alors, nous les des Iliens, nous les des habitants des îles, la mer, il fait partie de notre milieu. C'est pas parce que, à cause de notre passé douloureux, nous l'a pas construit ce lien, que nous s'arrêtons encore au XXIe siècle en étant totalement coupés de ce lien. Ou à partout dans le monde où ça va, où nana l'océan, c'est des gens qui amusent azote dans l'eau, qui rient, qui prennent du plaisir. Ici, chez nous, alors nous les quoi, nous les citoyens de seconde zone, enfin, ouais, et tout ce travail-là, il pourrait parler de ça longtemps, hein, mais il faut vraiment un gros travail que m'y essaye de mettre en place avec l'ensemble des gens que les concernés pour faire en sorte qu'un jour, le Réunionnais puisse dire la mer nous l'est fière. Et nous ne peut pas envisager l'avenir de l'île de la Réunion sans l'océan, à l'heure même où les politiques gouvernementales, toutes les axées sur la mer, ceci, cela. Là, le dernier thématique, c'est la mer qui rend heureux. Ils mettent un surfeur dans une vague. Et nous, ici, la mer, ils ne rendent pas heureux du tout. Et on va juste rappeler que ce week-end, aux Seychelles, juste aux Seychelles, la commission de l'océan Indien justement se réunit et aborde justement cette problématique de la mer et voir ce qu'il peut en ressortir. Parce que, et à Boucancanotte, oui, on va le rappeler. Alors oui, dimanche à 16h, nous invite toutes les gens ici en azote concernés parce que une attaque de requin, c'est pas simplement une personne que les morts ou les blessés ou les rescapés, c'est tous les témoins. Et il y en a des milliers de Réunionnais que l'a assisté en direct à des attaques de requins. Fabien Bujon, t'es un dimanche ou un samedi, le front de mer de Saint-Leu, t'es plein. Le petit Laurent Chardard, en 2016 à Boucancanotte, c'était un samedi après-midi. C'est des milliers de gens que l'a vu ça en direct et il cause un traumatisme. Notre bon petit marmaille, il dessine la mer avec requin. Et nous ne peut pas accepter ça, nous ne peut pas dire que ça c'est une normalité. Le gouvernement français ne fait pas ça pour une fatalité, mais que ça nous l'est de la chair à requin. Et alors en France, mais d'un un exemple, est très parlant, hein, l'été 2017, dans le magazine Capital, l'a estimé à 35 millions de touristes et qui dépensent à peu près 50 milliards d'euros en 2 mois. Et en 2 mois, il fait vivre des centaines de milliers de personnes sur le littoral d'Aquitaine, etc. Et nous, ici à La Réunion, nous avons une zone balnéaire fantastique que pourrait fonctionner 12 mois dans l'année. Il ne donne pas nous 1 mois, une semaine,
un jour, une heure, nous n'a point rien. Au contraire, il est en train de détruire notre image de façon incroyable. Et cite juste cet exemple-là parce que tout le monde l'a peut-être vu. Maître Gims encore samedi soir dans Robinson, il rentre dans la mer et d'un coup, il a commencé à flipper. Il a dit non, c'est pas possible. Moi, je veux pas rentrer dans la mer. Ce qui se passe à la Réunion, c'est vraiment trop incroyable. Le gars, il est choqué carrément. Et nous est en train de devenir la risée pour les Mauriciens, les Malgaches, les métropolitains. Il y a eu même je crois, un journal russe qui avait oui, fait... le journal russe, là, c'est pour ça nous avance pas. Le journal russe, il fait un classement des 10 îles les plus dangereuses du monde. Bon, bien sûr, Nana, une affaire, elle est un petit peu biaisée parce que si vous rentrez pas dans la mer, on n'a point de risque à la Réunion, bien évidemment. Mais comme nous l'a fait pète le record pour 2017, nous l'a gagné 40% des attaques mortelles de la planète. C'est pas moi qui dis, c'est l'institut scientifique. Voilà. C'est un institut américain. Voilà, qui fait référence sur la planète. Nous la gagne 2 des 5 morts sur la planète. Donc le magazine il dit effectivement nous les une île où les dangereux. Risque. Parce que les Russes, ou croient que les Russes ils savent en vacances où ça azote, ils savent en vacances Maurice. Vous connaissez que ça bon aïe fait aller dans la mer. Vous connaissez le pouvoir d'achat des Russes? Bon, nous ça pas dit que demain nous peut attirer tout le monde, mais ici le créole, il faut lui rouvre les yeux sur le patrimoine que nous nana. M'aimerait tant, moi, on l'a connu la mer en baie de Saint-Paul, m'y voit tous les plaisirs qu'il peut apporter, parce que pour revenir à tout mot du début où tu parles de la passion, effectivement, on a la passion, une fois qu'on connaît la sensation de glisse, etc. Mais nana, voilà. C'est une chose qu'il faut dire aussi, c'est vrai, quand on a grandi au bord de la mer, quand on a grandi dans la mer, quand on a commencé très tôt dedans, on a appris à vivre avec la mer. Après, c'est difficile. C'est une addiction. Ah oui, c'est un lien qui est très fort, qu'on ne peut pas casser. C'est vrai qu'on se dit toujours, qu'est-ce que la personne est partie faire dans la mer et qui a pris le risque. Mais parfois, c'est pas facile de résister à c'est un mode de vie. Si on veut, quand on connaît des fois, on peut faire n'importe quel sport, le tennis, le football, où ça change de mode de vie, où ça habille à ou avec un maillot, Bayern Munich, je sais pas quoi. Ok, mais quand on est dans la mer, il change de vie parce que la mer, si on veut, nana, la thalassothérapie existe depuis 150, 200 ans. Moi, m'y connais de monde parce qu'il peut plus rentrer dans la mer, on a problème de peau, etc. Dernièrement, on a identifié mon collège, il a un gros dard sur le bras. Et il dit à moi, monsieur, je lui dis, comment que ça vous fait avec ça? Il dit, docteur, il a dit, il faut me s'apprendre des bains de mer. Il dit, là, on est bien, là. Maintenant, il gagne pas, il n'a pas l'argent pour aller en vacances, enfin, pour aller jusqu'au lagon. Il habite Saint-Paul. Il dit, allez, rodin, un seau de l'eau de mer, et puis on passe sous le bras, que ça, vous veut faire, ma fille. Alors qu'avant, nous, t'es Marmaille, Saint-Paul, nous, t'es baigne dans la mer. Alors, bien évidemment, on a eu un risque et c'est pas le meilleur endroit. Mais nous, ce que nous demande, c'est d'avoir des endroits quand même que les protéger. Et pour revenir sur ça coûtait dit pour l'addiction, il faut comprendre que pour les psychologues, les neurologues, on explique ça, on connaît l'énergie de la vague, c'est une énergie naturelle. Le jour où on prend même mais pousse ça ou demain, donc première vague, vous gagnez un sourire tranche, papaye, on a une sensation, il libère des endorphines. Et donc, quand on a gagné cette sensation-là, rien qu'après, on est habitué, on voit la mer seulement. Je vais juste préciser à ceux qui nous regardent que l'endorphine, c'est un produit chimique que libère le cerveau, c'est un petit peu l'enzyme du bonheur. Voilà, c'est le bonheur, tout simplement. Il me revient Sakoudi, ça m'était dit tout à l'heure, l'exposition 2019 à Nantes, une grande exposition sur l'océan, il appelle ça la mer qui rend heureux. Mais il prend un autre exemple. En ce moment, tout le monde y peut voir la publicité de la, comment il appelle, la Française des Jeux. Que ça, il monte le boug. Il a gagné l'auto euro million, pas n'importe quoi, un paquet de millions. Il a un château, il achète un jet, et après, il dit, qu'est-ce que je fais? Une balade en moto avec mes camarades, et puis là, il arrête, il dit, non, je préfère aller jusqu'à la fin de mes jours faire du surf dans les îles. Et nous, ici, au lieu de profiter de ça, de notre patrimoine, il transforme en coup de bâton, il est en train de couniche à nous et il couniche encore. Et là, on l'a fait quoi? Il est député. Donc, la semaine dernière, il renvoie à Zot un mail encore ce matin. Mais il demande à Zot jusqu'à quand Zot va jouer cachette comme ça. Le gouvernement, de toute façon, il ne veut pas faire rien. Parce que donner de l'argent, vous connaissez, la Ladji donne 2 millions. Mais il est normal, le monde n'est pas content. Parce que on a une situation sociale dégradée. La seule réponse nous demande juste une affaire. Le retour de la pêche traditionnelle sur le périmètre de la zone balnéaire, comme t'es avant. Mais on a la mettre en réserve, la tire toutes les bandes petits pêcheurs. Aucun l'idée ni méchant ni gentil, il revient, il prend son place et il te toche de moi, nous comprend. Et c'est vrai que sur la réserve marine, quand a commencé cette crise requin, un des éléments avancés, c'était donc que la réserve marine était devenue un garde-manger pour le requin, sachant qu'il y avait également une aquaculture qui n'était pas trop loin de l'Arda. Effectivement, il y avait donc effectivement, ça, un élevage de poissons. C'est un scientifique qui avait commencé par dire ça en 2012, M. Bernard Serrel, il a dit c'est un garde-manger, mais il avait dit aussi, de toute façon, c'est impossible, et c'est le plus grand scientifique français, on ne peut pas mettre au même endroit un parc d'attractions nautiques et une réserve à requins.
Parce que la Réunion, nous n'est un environnement spécifique que les bons pour le banc de requin. On comprend parce qu'on a les fonds qui tombent vite, on a beaucoup de pluie, etc. Il a dit il est impossible. Sauf que là où nous, on a la roule à nous, Cari Soudry, c'est que la développer la France, la développer les sports nautiques, la donne subvention toute pour construire des écoles de surf, machin, développe tout ça. Et après, en 2007, la mettre à un parc. Une réserve nous l'a tous soutenu, il nous soutient encore aujourd'hui la protection du corail, des petits poissons. Mais en mettant cette réglementation et en oubliant, comme par hasard, on l'a oublié d'un coup qu'on avait des requins, donc on n'a pas prévu de prendre en compte ce risque. Et on a la transformé une zone d'activité où nous te baigne avec notre bonne marmaille, il a transformé ça en parc à requins. Et là, le bougle scientifique, il dit à nous, sous-entendu, le courage politique pour les Réunionnais, ce serait de fermer la mer et de rester devant, on connaît comment il fait chaud en ce moment, et de regarder, et regarde de monde. Les gens, il ne pourra pas empêcher les gens de rentrer dans l'eau. D'ailleurs, à cause de l'État, il ne fait pas respecter l'interdiction, on connaît. Moi, l'ai mis en examen lundi prochain, mais ça va encore chez la juge d'instruction, pour avoir baigné des gens. Tous les dimanches, tu peux aller voir 3 bassins. Saint-Leu, Saint-Pierre, nana au moins 50 personnes dans l'eau, des femmes, des enfants, 3 bassins, et l'État il fait pas rien. Là on a une mise en danger de la vie d'autrui, parce que moi quand le 10 septembre, moi la mettre de monde dans l'eau, moi la mettre 500 personnes, moi la mettre des drones, des vigies, des gens en bateau, en kayak, etc. pour assurer notre sécurité. Mais Azot, quand le préfet il est content de mettre une interdiction, il connaît nana de monde dans l'eau, parce que gendarme il passe tous les jours, il fait pas rien. Et là elle a fait glisser encore, la semaine dernière, la 8e interdiction provisoire de rentrer dans la mer, une interdiction qui bafoue nos droits et nos libertés. Enfin, c'est vraiment... C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une attaque de requin, il y a cette prise de précaution. Ah non, là c'est depuis le 26 juillet 2013, entrer dans la mer est interdit, il est passible d'une amende, et on a les convoqués chaque fois, il s'est bloqué, même l'autre coup là, bloque des petits marmailles aux portes et en train de baigner. Si zot y voient des gendarmes, s'ils voient des gens à la mer, zot les censés intervenir. Vous comprenez, c'est comme si... parce qu'il dit que nana un risque l'est interdit. Et là actuellement on a une situation, c'est comme si les gendarmes, tu vois des gens passent devant Zot complètement bourrés, il fait n'importe quoi et les gendarmes ils laissent faire. Imagine à où serait pensable. Et là, s'il a un danger effectivement, il doit agir. Mais pourquoi il n'y agit pas? Parce que quand Zot il essaye de trappe de monde, Zot les ridiculiser. Parce qu'aller courir derrière des gens les dans la mer, le pauvre marmaille, il est obligé reste encore plus au large. Il prend encore plus de risques, il va essayer de sortir par d'autres endroits. Le gendarme il court sur les falaises, il gagne plus. Aller au bout. Donc, la préféré arrêter. Notre stratégie est claire. Un gars, il fait attaque à lui bientôt, parce que là encore, un chasseur a failli passer le samedi. Et ça suffira de dire, le chasseur encore n'est pas interdit, mais si c'est un baigneur ou un surfeur, il va dire, c'est interdit. Et tout le monde, alors que le marmaille l'aura fait découpe à lui par un requin, le monde va venir, va dire, qu'est-ce que tu faisais dans l'eau? La diaoulé interdit ton tête, les dire, tu écoutes pas même, tu pètes plus haut que ton... Enfin, voilà. Oui, mais dans ce cas-là, on regarde cette année qui viennent de s'écouler, oui. On voit qu'il y a quand même un bilan qui est très lourd. Oui. Les Réunionnais ont payé un lourd bilan. On est champion du monde. Dans cette crise 9 morts. Les gens, il faut qu'ils rendent à Zot compte. La planète n'a 7 milliards d'habitants. 7 milliards. Et les attaques recensées et comptabilisées par Muséum de Floride, qui fait la planète entière, c'est vraiment un institut sérieux, la compte 5 morts. Et nous prend 2 à la Réunion. Et si ça, c'est pas un signe, et c'est pas la première année, nous l'a pris 2 morts en 2011, 2 morts en 2013, 2 morts en 2015, 2 morts en 2017. Mais à ce rythme-là, on connaît où ça va sur la plage, n'a point un Réunionnais, il connaît pas quelqu'un, soit l'a vu un accident, soit il connaît un victime, une famille de victimes, un ami d'une victime, ou bien quelqu'un que les intervenus dessus, il peut plus, statistiquement. Et tout le monde les concernés. Regarde, dernièrement, c'était Corentin, un petit pêcheur, Saint-Gilles, et les Réunionnais, ils aiment la pêche. N'avait encore deux pêcheurs en kayak, là, elle a fait un témoignage, il y a 2 jours. Marmaille Saint-Philippe avec Saint-Joseph, il faut arrêter de penser. Parce que c'est pourquoi la crise n'y avance pas. Parce que depuis le début, des gens, ils manipulent un petit peu l'opinion, et parce que les faciles, c'est ça qui glisse bien, on comprend. Il dit, ouais, mais ça, Bande Bougla, Marmaille Saint-Gilles, oreilles, il fait des affaires, voilà, toujours l'intéressant, voilà, nous l'est pas concerné. Mais ça qu'il faut que de Moun y comprend vraiment, c'est que le plus grand perdant de la crise requin, c'est pas les oreilles. Le plus grand perdant, c'est le Réunionnais, c'est l'île de la Réunion. Nous, l'est sur une île. La mer est interdite. Imagine où nous, ça fait les 5 années d'interdiction. Où ça, on l'a vu ça, ou moi, là, l'exemple tout à l'heure en France. Moi, l'a rencontré Laurent Perrondé, le maire de Lacanau. Lacanau, c'est une ville, moi, l'a connue en 1988. Première fois, moi, la partie là-bas. Il y a un petit village, c'est la plage, mais point rien. Grâce à la mer, grâce au surf. Comme est là, en 2 mois, il fait vivre la ville toute l'année. Moi, là, demande à lui quand il était ici, il me l'a dit, et si jamais il avait une interdiction demain, il a dit, mais
rigole, c'est pas possible. Il y a une interdiction, mais le monde il devient fou, il prend fusil, ça te touche tout. Vous comprenez? N'a point. Bon, il peut même pas imaginer, mais nous, alors nous les quoi, nous la Réunion, nous, parce que nous les trop gentils, l'État y impose à nous ça, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On va juste préciser que Lacano, donc c'est un site c'est une ville balnéaire sur le bord. Une ville, c'est les villes en France, je vous donne un exemple, hein, c'est à peu près 5000 habitants pendant toute l'année. Et l'été, ça passe à 100 000. En 2 mois, ils font vivre toute la ville avec tous les revenus de capitaux extérieurs. Et c'est ça aussi que Monicon, un point très important sur le volet économique. Dernièrement, là, un magasin Quicksilver Rochenoir l'a fermé. Un magasin, t'es là depuis plus de 20 ans, que l'a fait travailler plein de monde, etc. Et n'avait de monde, t'es viens, t'es dit, bah bien fait, t'es trop cher, etc. Ne l'a pas besoin, ça rend toute case. Mais ça que de monde, il voit pas, c'est que ce boug-là, t'es employé 2-3 personnes. Dedans, mais, puisque c'est dans le débat, t'es employé des créoles. Si son commerce, il marche bien, il va faire des travaux, il va appeler une entreprise. Là, le boug l'oblige à mettre la clé sous la porte. Il va pas faire rien comme investissement. Et au pire, il va quitter la Réunion. Mais il connaît des milliers de personnes que les partis déjà. De monde, il est pas là avec ça. Mais comme il dit, de monde, il croit que la crise requin, on dirait, il croit va régler ce problème. Ça n'en a un problème. Et c'est pas parce que la petite Sarah elle est morte, le petit Elio est mort, Alexandre, Adrien, etc., que demain, il va changer notre situation des Réunionnais. Au contraire, et c'est cette inversion-là que nous aimerions provoquer dans la société réunionnaise. Juste pour aller au bout de cette argumentation, répéter que le problème requin, c'est un problème réunionnais et non pas un problème aux oreilles. Mais écoutez, là dernièrement, vous l'avez vu, on avait des petits pêcheurs. Moi, je m'y connais, allez sur Saint-Pierre là-bas. Vous allez voir si les surfeurs, c'est des oreilles, n'a rien que bon petit marmaille TR5. Bon, n'est pas vivre sans la mer, la grandit dans la mer. Il faut comprendre que on a deux perceptions de la mer à la Réunion. On a la perception des gens que l'a toujours vécu au bord de mer. Regarde les gens de l'association ACO, c'est des gens quartier créole sur Saint-Gilles, bon, là, ils connaissent la mer, ils aiment la mer, etc. Et puis, il y a des gens, ben, là, jamais eu vraiment trop de liens, on connaît. Pour revenir à mon point du début et ma mettre ça en ligne prochainement, il faut bien connaître l'histoire de la Réunion. La mer, c'était les mauvaises nouvelles, les esclaves arrivés de la mer, c'était beaucoup de gens qui sont morts. Combien de gens sont morts avec la mer à la Réunion? On a un passé douloureux. Nous, t'es chante, allez pas ben dans le bord la mer, chez Nigalabéa, puis ton derrière, mais tu chantes aussi mon mari pêcheur, la ligne l'a cassée, la mer l'a montée, et tout ça là a créé une relation conflictuelle avec l'océan. Et là, c'est le moment de pacifier, et nous t'es en passe de réussir ce challenge dans les années 2000, et le requin l'arrivée, la coupe à nous, et quand nous l'a dit, il faut faire une affaire, et ben non, au lieu de ça, la laisse pourrir le problème, et nous arrive aujourd'hui à 7 années de crise requin, totalement calamiteuse, et c'est pas, mais répète, c'est pas parce que le gouvernement la donne 2 millions, ça tu peux prendre, garder, vous autres, nous l'a pas besoin, nous veut juste une révision de la réglementation de la réserve marine et un retour à la commercialisation, parce que quand il tient un requin pour manger, de mon il dit pas rien, mais s'il tient juste pour rigoler dans l'eau, et ça est normal, il comprend pas. Sur la réserve marine, qu'est-ce qu'il faudrait réajuster? Ben, écoutez, quand la réserve marine a été mise en place en 2007, demande les anciens pêcheurs comment l'a passé. On a la noix azote, les incroyables. L'avait mettre des gens, t'es gagné pas lire pour signer le banc de papier, l'avait fait des promesses quand le décret est sorti. Et on l'a dit, ben là, on a gagné piqûre. Vous connaissez que ça, il veut dire, créole. Et ben là, essaye de manifester, etc. Personne n'a pas compris rien. Et elle est passée. Bilan de la réserve marine au bout de 10 ans. Déjà, ils mettent tout le monde dans le lagon. Ils piétinent. Notre lagon, déjà, les fragiles, les pas profond. Ils piétinent tout ça là. On a jusqu'à moins 70% de corail au bout de 10 ans sur certaines zones de la réserve marine, et donc quand on a mis en place, on peut dire que le bilan écologique lui-même est pas bon, et que quand on a mettre ça en place, comme par hasard, l'a oublié, l'a fait des études, plein d'études, comme d'habitude, pas beaucoup d'argent, l'a oublié de penser qu'on avait des requins, bulldogs et tigres. Alors, depuis 90, l'avait repère le bulldog, des attaques de moon, etc. Le même scientifique que t'es pour étudier le requin, la mettre en place la réserve marine, sans tenir compte, vous connaissez à cause? Parce que on a parti sous l'eau, l'a dû faire quelques plongées, et l'a pas vu de requin. Comme l'a pas vu, l'a pas noté. Vous pouvez croire ça? Et donc la mettre une réglementation qui fait que désormais, un patate de corail, ou un petit poisson, ou un bulldog, il vaut plus qu'une marmaille. Mais ça nous dit non. Réunionnais, regarde toute la crise. Et nous les face à une société complètement manipulée. La problématique Malbar, c'est exactement la même chose. De mon il veut plus, il touche. De mon enfance notamment, hein, il est en train une idéologie qui dit que l'animal il vaut plus que l'humain, et il vaut encore plus qu'un petit créole, les perdis, s'il y a un petit caillou, allez en France là-bas, vous croyez qu'on a les leurs avec nous? Et il faut rouvre les yeux, c'est ça le problème, et nous dit que ça il faut faire pour sortir de la crise requin. Toi, il veut rien faire. Moi des fois, m'y énerve, mais dit s'il faut bataille, na bataille. Là, on voit, moi, la pas peur, me la mettre de monde dans l'eau, ils mettent à moi tribunal, c'est la loi française, allez azote, coupe mon tête aussi s'il faut. Mais
De toute façon, de monde, il meurt dans la mer. Moi, on l'a vu des attaques. On a des amis, les morts. Que ça nous va faire. Là, c'est un combat pour la vie, là, on comprend. Un combat pour la vie, on va quand même essayer de rester, je dirais, sur une ligne de conduite. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu 9 morts pendant ces 7 années de crise requin, qu'il faut absolument trouver des solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce que Jean-François Duval peut apporter, peut proposer? Moi, là, mettre en place un plan Marshall depuis août 2017, parce qu'elle a dit à moi, bon, allez, il faut faire un bon plan pour résoudre... voilà, qu'est-ce qu'on veut? Moi, là, mettre tout ça au propre, avec un petit topo historique sur tout ce qui fonctionne un peu partout dans tous les pays. Moi, là, donné préfet, président de région, premier ministre, ministre de l'écologie, ministre de l'outre-mer. Bon, on a que ça l'a fait avec. La partie cabinet avec, non, on ne connaît pas parce qu'elle n'a pas tenir compte de rien. La seule chose qu'on connaît, c'est donne l'argent. Ou croit même la pêche, c'est une bonne initiative, on a sa pêche 2-3 requins. Mais ça qu'il faut comprendre, le problème principal, c'est que Banna et Créole, il connaît la nature. C'est comme si on avait un bout de la viande et on avait un meute de chien affamé autour et on pose le bout de la viande et on dit, on prend un petit morceau, on connaît un petit feuille de bois, on caresse azote, tu dis non, ne touche pas parce que il faut pas toucher la viande. Mais ça, c'est la nature. Banna, il veut cohabiter, mais depuis quand on cohabite avec un prédateur dangereux? À un moment donné, il ne s'agit pas d'aller tuer les requins dans la mer partout, mais il s'agit de réserver des zones où il faut qu'ils comprennent que s'ils s'approchent, c'est la mort pour eux. Et là, Bonnet comprend. Parce que quand on pète un coup de fusil dans le bois, l'oiseau, il vient plus. Il a compris que t'es là, il est pas bon. Où ça va dans la forêt, ou balade, où voit pas animaux. Pour voir les animaux, il faut cachette ou attendre. Parce que Zot, il voit où? Mais où on voit pas Zot? Et dans la mer, il est pareil. Il faut à un moment donné, il y en a quelque chose, c'est ce que nous appelle la pression territoriale. Et cette pression territoriale, c'était les petits pêcheurs traditionnels. Et ben là, il veut pas. L'a dit en France, l'a dit. Parce que pourquoi le grand Nicolas Hulot, il a dit oui, la France doit être un exemple en termes de protection de l'environnement. Et donc, ben là, il a besoin de cobayes, il a besoin de martyrs. Et c'est nous. Mais c'est comme ça, parce que l'exemple, c'est pas lui qui va donner, parce que c'est pas le plus grand écologiste, d'après ce que j'ai compris. Vous comprenez? Il faut, c'est d'autres qui donnent l'exemple pour Zot. Mais c'est en ce sens qu'il faut que les Réunionnais redeviennent un petit peu maîtres de son destin, notamment dans la gestion de son territoire, parce que c'est une liberté fondamentale de pouvoir accéder à son territoire, à son environnement. Que préconise aujourd'hui Jean-François Duval pour essayer d'apporter des solutions? Alors oui, justement, il y avait ces points-là, hein, et je vous ai dit, donc ça c'est dans le cadre de ce que j'ai appelé un plan Marshall, qui est disponible sur Internet si les gens veulent consulter. Il suffira de taper plan Marshall risque requin. Voilà, il y a tous les éléments dedans, mais comme je vous ai dit, il faut remettre des gens dans l'eau. C'est ça déjà la première chose. En fait, on ne peut pas réduire le risque requin simplement avec une mesure. Il faut tout un réseau plusieurs rideaux de mesures. Ça commence par les usagers eux-mêmes. Il faut qu'ils changent leur comportement, mais ça c'est fait. On n'est pas des fous, on n'est pas des jambons. Les comportements ont largement changé. On n'a pas attendu la crise de 2011. Hein, depuis 1988, la première attaque sur 89, pardon, sur Bruno Giraud, on a changé nos comportements. Mais bref. Ensuite, il faut de la surveillance telle que ça ils ont mis. Hein, ça ils sont très forts. Des panneaux, tout ça, des gens pour surveiller, des vigiroquins, pourquoi pas sur certains créneaux. Mais après derrière, il faut des gens dans la mer. Regarde Maurice. Maurice, tous les jours, si ça va, Maurice, nana. Petit pêcheur dans la mer. Bon, ils mettent casier, ils mettent filet, ils pêchent. Nana, 2-3 chasseurs, elle est interdite, mais partout, nana, chasseur, malgré tout. Et ben, du coup, que ça y arrive. Le requin, il vient pas, il rapproche pas parce que n'a cette activité-là. Le requin, en principe, il a peur. Mais il a peur. Quand il sent nana une menace, s'il n'a point de menace, ben, il regarde, il voit n'a point de menace, il embête pas lui, ben, au bout d'un moment, si son ventre gargouille ou l'hiver n'a pas trop de poissons, ben, il passe à l'attaque. Donc, midi, n'avait ça, donc remettre du monde dans l'eau, et après un effort de pêche, ça aussi l'État l'a mis les moyens, donc me remercie parce que nous travaillons quand même, nous l'a travaillé, hein, en ce moment les plus difficiles, mais nous l'a travaillé avec l'État, donc ça c'est une bonne mesure aussi, remettre un effort de pêche parce que depuis 99, nous pêchons plus. Et après, un autre point très important, Maladiaou, c'est la commercialisation. Pourquoi ? Parce que il n'est pas interdit de pêcher le requin, mais il est interdit de commercialiser. Donc déjà, un pêcheur, il ne va pas perdre 2 heures, 3 heures, une journée pour aller pêcher un requin si derrière, il ne connaît pas quoi faire avec et il n'a pas le droit de vendre. Et ensuite, c'est par rapport à l'opinion ici, à La Réunion, et l'opinion en France. Parce que Bonnet dit, ouais, on ne va pas tuer pour un loisir, tuer des animaux. Alors là, en France, ils tuaient 3 à 5 millions chaque année de requins, hein, 3 à 5 millions. Des roussettes, des veaux de mer, des émissoles, des chiens de mer, des peaux bleues, dans tous les restaurants, dans tous les poissonneries, ça tu peux regarder, ça il dérange personne. Par contre ici, nous tuons 10-20 requins bulldog qui mangent de monde, et là il monte au créneau, il dit non, il faut pas toucher pour un loisir, parce que là détourne le débat. Il voit pas que c'est toucher quelques requins pour préserver une économie, des vies humaines, une vie sociale, etc. etc. Donc ça, la commercialisation, c'est un passage obligé. D'accord, pour que, l'opinion accepte, parce que quand nous pêchons pour manger,
On ne dit pas rien. Regarde le Seychelles, je vais citer le ministre du Tourisme, M. Saint-Ange, en 2013, qui disait « Nous la repris requin comme poisson, nous la remettre vindaille, etc. » Parce qu'il a dit « Si nous pêche pour les ailerons, pour comme ça, ils passent pas, mais nous pêche pour manger. » Et personne ne dit pas rien. Mais personne ne dit pas rien. Pourquoi? Parce que le Seychelles, ils vivent du tourisme. Et c'est un pays autonome. Ici, à La Réunion, nous ne décide pas rien. Depuis en France, ça fait une décide pour nous, l'a dit. Nous, tout ça servir de cobaye parce qu'il faut que la France est exemplaire. Et s'il a besoin de monde, il me dit trappe 2-3 cobayes là-bas, Biarritz ou bien Marseille, mais laisse à nous un petit peu respirer, laisse à nous profiter. En tout cas, Jean-François Nativel, merci en tout cas pour toutes ces informations. Je rappelle que lundi, donc... c'est dimanche qu'il y a un grand rassemblement à 16h. Nous invite tous les gens à soutenir. C'est quelque chose, c'est un hommage des familles. Et voilà. C'est hommage donc à ceux qui sont restés, donc aux parents, aux proches, voilà, des victimes. À tous les gens qui se sentent concernés par cette grande tragédie. Et excusez-moi si je parle un peu vite, mais il y a beaucoup d'informations. Mais m'en a écrit un livre, m'y donne, si les gens ils veulent, ils demandent à moi. Il reste à moi un peu d'exemplaires, m'a distribué aussi ce jour-là. Et puis, je disais lundi, donc rendez-vous avec votre avocat. Oui, rendez-vous là, juge d'instruction, on connaît comme là, je te veux prouver qu'en rentrant dans la mer, parce qu'en France, on ne connaît pas notre situation. Pourquoi nous n'avançons pas aussi? C'est à cause de ça. Donc, moi, l'a montré que quand nous rentrons dans la mer, nous, ça va au tribunal. Et c'est quelque chose que n'est pas normal, parce que c'est Zot dans l'illégalité. Il n'a pas le droit de reconduire 8 fois un arrêté provisoire pour essayer de provoquer quelque chose. Et s'il faut aller en cassation, nous irons en cassation. Parce que, comme on l'a dit, il ne dérange pas moins de sacrifier un peu de mon liberté, si c'est pour préserver la liberté de l'ensemble de la Réunion, parce que m'y aime la Réunion, m'y aime la mer, et tout ça c'est une unité, la mer, la terre nous les fiers. Merci Jean-François Nativel. Donc en tout cas, on va aussi suivre ce dossier. Je ne sais pas si on sera à Boucan-Canotte dimanche. Mais écoutez, il y aura beaucoup de monde et ce sera un très bel hommage. Et en tout cas, j'espère que l'hommage rendu à tous ces victimes des requins. Et puis qu'il y en ait le moins possible dans l'avenir. On ne demande pas le risque zéro, mais vraiment qu'il y ait quelque chose, des choses qui changent, des choses parmi ce qui n'a pas changé depuis 2011. Cet argent, il peut garder si c'est pour donne rien que ça. Vous comprenez? Et surtout, trouver comment on pourrait rendre la mer donc aux Réunionnais. Merci Jean-François Nativel. Nous ouvrons une page culturelle. Cette année, La Réunion célèbre le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le Maloya, symbole du combat pour la liberté, sera bien sûr de la fête. Les aînés et les artistes veillent à la transmission de ce patrimoine aux jeunes générations. Chacun fait à sa façon, comme l'explique René-Paul Eliara, l'artiste de Saint-Pierre. Oh Maloya gadjom mon pays, oh Maloya ma cri mon douleur, oh Maloya gadjom mon pays, oh Maloya ma cri mon douleur. Si moi dis c'est ma barrivate, ma tombe levé ma couri. Oh ti maman il a fait ça ta moins la rivière d'abord. L'année dernière, on a fait un travail dans les écoles, les lycées, les collèges, avec la région. C'est une initiation à Maloya. Et aussi à l'écoute, pour que les jeunes mettent un petit peu à l'écoute de ce que l'était Maloya à l'époque. Et c'est vrai, quand on explique aux autres ça, les jeunes ils restent surpris. Ils restent, ils disent, ah bon, t'es comme ça? Je dis, oui, t'es comme ça à l'époque. Parce que les autres aujourd'hui, des cours ça comme ça, les autres étaient ouverts carrément, mais ils n'ont pas connu vraiment le fond comme nous l'a connu. Nous l'a connu ça vraiment dans la terre, nous, dans la cour, comme mon papa, on comprend, nous disons ancêtres. On comprend c'était quoi vraiment le Maloya à l'époque. Et c'est pour aujourd'hui dans les écoles, nous transmettre ça aux jeunes. On comprend? Nous transmettre ça au niveau théorie, au niveau pratique. Comment, pendant toutes ces années, on l'a transmis le Maloya? Moi, je dis vraiment, la transmission, moi, elle est venue au niveau des quartiers. Les jeunes, par exemple, ils arrivent, moi, des femmes qui prennent un rouler, mais ça va, par exemple, sur la plage, sur un carreau-camp, sur un gazon, par là, n'importe où, mais pas de me rouler, moi, tout seul. Mais maman, il vient autour de moi. Quand il vient autour de moi, là, toi, moi, je t'écoute, je l'ai intéressé. Enfin, comme je écoute maman, je l'ai intéressé par ça, me fait, je viens voir moi. Nous prenons, par exemple, un soir, nous prenons rendez-vous sur un site, sur un quartier, d'un coin, un camarade, même mon roulé, il y a un cagnon, un bonbon, un pop, tu es bonne maman, comme ça, moi, tu tapes, tu comprends, tu joues comme ça à chaque fois. Comme moi, mon année, pour moi, aujourd'hui, à un certain âge, si le Maloya, aujourd'hui, moi, dans ce Maloya-là, c'est parce que au début, moi, j'avais 7 ans, on a parti d'un cabaret avec mon maman. À l'époque, c'était cabaret, parce qu'il n'a rien à voir, Maloya et cabaret. Hein. Mais il avait un grand monde, qui s'appelle Baptiste Cabaret. Il était venu dans le cabaret de monde. Et il était, ouais, moi, t'es point fer blanc. Tout le temps que tes yeux, t'es chante, t'es tape côté, t'es chante pas comme t'es tape. C'est là, après, il a dit, moi, on s'en va, waouh, tout le temps pour taper petit fer blanc côté moi là. Ah ouais, je reviens chanter, ou viens pas te rouler, ou viens un jour, m'en monte, comme ça, son case.
Je te tape, tu fais pas, après, maman, tu roules. Après, la cam, tu tapes, tu tapes, tu tout ça, tu tapes dessus. Si aujourd'hui, après, mon ami, mon argent, comme ça. Moi, disons, on a initié le Maloya avec les jeunes et aussi, moi, personnellement, moi, par rapport au Gramoun Baptiste Cabaret. Comment la nouvelle génération doit faire pour justement transmettre le Maloya, pour continuer la transmission, pour que le Maloya continue à vivre? Quand on dit génération, d'accord, les générations, d'accord, nous les là, nous les anciens, comme nous les là, pour montrer ce genre justement. Mais là aussi à côté, on a, moi, je dis comme ça, on va décider. On a aussi les décideurs, les politiques de maintenant, parce que maintenant, disons, me dirais bien, moi, on a un contact, disons, vers la métropole, qu'il soit quel pays. Moi, je suis toujours présent de mon Maloya d'un festival. Mais c'est vrai, ici, La Réunion, quand on revient à La Réunion, les portes, ils restent toujours closes. C'est-à-dire, ils n'avancent pas, ils ne font pas avancer nous plus que ça. Même pas maintenant pour que les gens y avancent, comme nous l'avons avancé. Même quand maintenant les décideurs, il faut qu'ils prennent vraiment en main ces jeunes-là et prendre en sorte aussi que notre Maloya, il ne faut pas dire reste là, ici La Réunion. Il faut transmettre à lui aux gens aussi de l'extérieur. Les touristes, quand ils viennent à La Réunion, ils regardent actuellement dans les hôtels à l'époque. C'était quoi l'animation des hôtels? Maloya, après il y avait les folkloriques, le quadrille, la danse Sega, mais il n'y a plus tout ça. On testé ça longtemps. Un touriste, quand il vient à La Réunion, il veut découvrir La Réunion, mais aussi dans son ensemble musical. C'est pas seulement la mer, la montagne. Il faut faire un travail bien fait au niveau des jeunes pour initier ces jeunes dans les écoles aussi, à Montazot, pour qu'ils nous permettent aussi, pour que les autres gardent aussi notre savoir-faire et pour pas demain matin le Maloya l'oublier aussi par les jeunes. Il faut nous lancer à nous là-dedans. Opile maman, opile papa. Madriga il va monter, Madagascar vient y arriver. Du Maloya à la danse africaine qui avance pas à pas à La Réunion. On va parler un peu du Sénégal. Le Sénégal, peu à peu et à travers ses artistes, trouve la cadence également à La Réunion. Salamata Diallo, danseuse africaine, est installée depuis 22 ans à La Réunion. Selon elle, il y a des similitudes entre notre Maloya et la danse traditionnelle du Sénégal. Quel sens vous donnez au Maloya réunionnais? Mais pour moi, en fait, je me demande si je ne suis pas arrivée par hasard ici, parce que j'étais parisienne, je suis née en France, je suis d'origine africaine. Hein. Mes parents sont du Sénégal. Et il y a 21 ans, j'ai décidé de m'installer à La Réunion. Et de plus en plus, je me dis que je ne suis pas arrivée pour rien, parce que le lien entre la danse et les percussions africaines sont vraiment liés pour moi au Maloya également, au rythme ternaire, à la danse, à l'ancrage. Enfin, je retrouve de plus en plus de liens entre les danses traditionnelles de l'Ouest et les danses d'ici. Et notamment, là, je fais un travail avec une danseuse sénégalaise qui s'appelle Hadissa sur le sabar. Et en fait, on colle le sabar au Maloya. Et on se rend compte que tout est dedans, en fait. C'est quoi le sabar? Le sabar, c'est une danse traditionnelle du Sénégal. C'est une danse qui se danse avec des instruments qui s'appellent justement les sabars. Et la danse s'appelle également le sabar. C'est une danse qu'on ne trouve qu'au Sénégal, dans aucun autre pays d'Afrique. Quelles sont les ressemblances entre le sabar et le Maloya? Déjà au niveau du rythme, le rythme ternaire. Et puis, alors au niveau des pas, ça n'a rien à voir. Parce que le sabar c'est très aérien, c'est beaucoup de sauts, alors que le Maloya c'est beaucoup plus ancré dans la terre, mais bizarrement, eh ben, ça colle, c'est très complémentaire. Est-ce qu'on peut comparer le sabar au meringue dans le gestuel? Du tout, vraiment. C'est une danse vraiment personnelle, très expressive, très aérienne, qu'on ne trouve qu'en Afrique, qu'au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Qu'est-ce que vous, en tant que danseuse d'origine africaine, qu'est-ce que vous avez découvert dans le Maloya? Qu'est-ce que le Maloya vous a fait découvrir? Découvrir, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, me rappelle ma musique, me rappelle ma danse, me rappelle ma gestuelle. Enfin voilà, c'est comme si j'étais en fait au Sénégal, sauf que je suis à La Réunion. Il y a plein de ressemblances, pas seulement au niveau de la danse, mais au niveau de la culture, au niveau de la cuisine. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression d'être au Sénégal. Ça fait 21 ans que je suis là et pour rien au monde j'aurais envie de bouger. Il y a plein de choses qui me font vraiment penser au Sénégal. Et tous les ans, on emmène des danseurs ici au Sénégal justement pour faire le lien entre La Réunion et le Sénégal. Et on se rend compte que vraiment, dans un petit Sénégal.
Quel sens vous donnez au Maloya à La Réunion? Comment vous regardez ça? Comment vous voyez ça? Pour moi, le Maloya fait partie de La Réunion et inversement, La Réunion, pour moi, c'est le Maloya. Et pour moi, il est très important justement d'organiser des jours comme ceci pour que les petits jeunes, parce que je me rends compte que les jeunes sont un petit peu loin de tout ça, se rendent compte qu'ils ont un patrimoine culturel qui est très important, qu'il faut sauvegarder absolument, que ce soit au niveau des instruments, au niveau des chants, au niveau de la danse. Enfin, c'est génial. Il faut vraiment que nous, adultes, on fasse en sorte que ça continue à perdurer jusqu'à tout le temps, que ça ne s'arrête jamais. C'est une richesse. Et ça, on se rend compte, je pense, une fois qu'on part de cette île. Moi, j'ai mon fils qui est parti depuis 2 ans, qui a 18 ans maintenant, et il se rend compte que là, oui, il a une richesse qui est très très importante, une richesse culturelle qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas grandi ici. Donc ça, c'est important. Nous ouvrons une autre porte sur l'Afrique et nous l'ouvrons avec Fida Mohamed. Il intervient auprès des jeunes de Saint-Pierre, c'est à Ravine Blanche. L'artiste ouvre une porte sur l'Afrique pour les passionnés de danse et de chant, c'est dans Gadiam Réunionnais. Fida Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais dire, est-ce que c'était Samata Diallo qui était le plus joli à regarder ou c'était la danse? Non, franchement, c'était la danse. Non, Salamata, mais je sais pas, il était prévu ou là, a fait une prédiction, un truc comme ça? Quand on s'est rencontrés, on avait parlé de danse africaine. Et ce sujet-là, je l'avais déjà abordé. Et je trouvais que c'était l'occasion de montrer que le Sénégal est de plus en plus présent à La Réunion parce qu'il y a eu l'année dernière 2 festivals. Il y a eu deux rencontres de danse africaine. Il y a eu, et puis on a eu l'occasion de les recevoir sur ce plateau-là. Et je me disais, quand on parle de danse africaine, on parle également du Sénégal. Ouais, mais franchement, bon, après, je ne me connais pas s'il était voulu. Mais on va dire qu'on a un sorcier commun qui a fait que les grands esprits se rencontrent. Le mois dernier, il était au Sénégal, justement. Et il nous a fait justement l'immersion avec le Sabah pour faire le lien entre La Réunion et le Sénégal. Et un petit peu, je veux dire, les pas du Maloya et du Sabar ne se ressemblent pas trop, mais quand on regarde un petit peu, au moins dans le dynamisme. En fait, dans la danse, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que dans comment Banaï décompose la danse. Mais l'énergie est quand même la même. Mais par contre, voilà, c'est dans le ternaire que nous jouons que Banaï retrouve Azot. Alors oui, ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on explique aux gens pourquoi le ternaire. Et c'est quoi le ternaire? Bon, voilà. Quand on joue la musique traditionnelle, on a des rythmes. Il peut être en binaire, il peut être en ternaire. Ce qui fait en fin de compte la différence entre le binaire et le ternaire, c'est comment on décompose le temps. En ternaire, on décompose le temps en 3, c'est-à-dire qu'on a le temps contre le temps, c'est un cop, d'accord? En binaire, on peut décomposer en 4, 1, 2, 3, 4. Bref, en fin de compte, c'est soit nous jouons en triolet, soit nous jouons en double croche. Nous jouons de musique traditionnelle en triolet, donc on appelle ça le ternaire. Et il est vrai que dans l'énergie que nous donne dans le Maloya, et même dans l'accent que nous donne, il y a des similitudes avec le Sabar, parce que le Sabar, les accents, il est beaucoup sur le contretemps, un peu comme nous, quoi. Et c'est vrai qu'il marie très bien le Sabar et le Maloya. Il a la même énergie, la même intensité. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces démarches, Fida Mohamed a déjà eu l'occasion de voir qu'il y a eu des engagés du Sénégal à La Réunion, il y a ce lien entre le Sénégal et La Réunion? Est-ce que c'est une évidence aujourd'hui pour... Une évidence, je ne m'y connais pas. Enfin, après, c'est surprenant quand même quand on va au Sénégal de voir qu'il y a des choses qui rappellent un peu La Réunion. Qui ramènent, ouais, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour moi, en tous les cas, lorsque nous bougeons en Afrique, nous jouons les musiques racines. Les musiques racines, vraiment, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que toutes les musiques, qu'on veut pas, on peut jouer le jazz, on peut jouer ce qu'on veut. Même nous, quand nous jouons le Maloya, nous retrouvons toujours les racines en Afrique. Donc, effectivement, peu importe, là, nous étions au Sénégal, c'est vrai qu'il rejoint un peu avec ce que nous fait, mais si nous fait vraiment une étude poussée rythmique, il est vrai que c'est pas vraiment la même chose, mais il rejoint de par le fait que lui, il nous joue les musiques racines. Et ce que j'ai aimé sur une interview que j'avais faite justement de Salamata Diallo, elle disait que le Sabar, c'est plus aérien, alors que le Maloya s'implante dans les racines. Voilà, c'est plus ancré, on est plus dans le sol, enfin, surtout au niveau de la danse, surtout au niveau de la danse. Le Sabar, il est très aérien, c'est-à-dire que Bana, il vole, il saute, voilà, on a beaucoup de mouvements. Bana, il décale beaucoup de pas, les pas, il est sur 5, 7 temps, des trucs comme ça, il est différent. Et puis c'est un peu plus guerrier aussi. En tout cas, ça montre, parce que le Maloya devait cacher un petit peu les danses guerrières des esclaves au Sénégal.
on aime bien exprimer, pas l'agressivité, mais ce côté physique et guerrière de la danse. Moi, je ne connais pas trop la danse, mais il est plus spécialisé sur la musique, effectivement. Donc, de par ce que m'a vu là-bas, en tous les cas, de ce que m'a pu comprendre, c'est que effectivement, la danse et le rythme, les liés. Nous, ici à La Réunion aussi, nous commençons à perdre justement. C'est-à-dire que le danseur et le musicien, il y a une interaction. Ça, c'est vraiment la chose que moi, en tous les cas, m'a dit, bah ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la danse du rythme. Parce qu'en fin de compte, ce que nous fait sur le rythme, c'est vraiment en lien avec le danseur. Nous marque le danseur, nous embellit ce qu'il fait, mais vraiment, on a vraiment une connexion. Et ça, c'est ce rapport-là qui est très intéressant. Et je disais aussi, quelque part, le Maloya, c'était aussi pour un petit peu exprimer le combat, la souffrance, la douleur. On l'entend dans les paroles des premières, des Maloyas, je dirais, très traditionnelles, que ce soit de René-Paul Eliara, que ce soit de Firmin Viry, Chemin Grand-Bois, Salé Longue, pas nous va arriver. C'est montrer quand même qu'il y a ce chemin à traverser, à parcourir. Exactement. C'est en tout le cas dans les valeurs que nous transmet, nous, en tout cas de l'école musique trad, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que midi, que lorsque nous jouons les musiques traditionnelles, c'est des musiques que vraiment nous jouons au sein de la société. C'est-à-dire que nous parlent du mal que la société n'a. Si aujourd'hui on a tel problème-là, nous pouvons exprimer à travers notre patrimoine culturel. C'est-à-dire que c'est ce que midi avant, ça peut être un moyen de communication. On n'avait pas tous les médias, tous les réseaux sociaux et tous les trucs comme ça. Donc, en fin de compte, lorsque nous jouons tout ce qui est musique traditionnelle, tout ce qui est en lien avec le patrimoine culturel, comme tu peux dire, il y a ce sentiment-là que, voilà, on peut exprimer quelque chose. Exprimer la douleur, exprimer la souffrance. Mais bon, si on fait juste une analogie en termes de musique, le rap, c'était l'expression des cités. Il y a eu le slam qui devait aussi dire des choses. On voit que la musique, qui est au départ universelle, est aussi un mode d'expression. Exactement. Exactement. En tous les cas, moi, lorsque je joue, d'accord, m'utilise ça vraiment comme un moyen d'expression. C'est-à-dire que m'exprime ce que je ressens, même de ma création, en fin de compte, lorsque je crée, lorsque nous travaillons sur une création, c'est en fonction des sentiments que je veux faire vraiment représenter. Alors on va regarder quelque chose qui, et j'espère que j'ai bien amené la vidéo pour montrer l'expression. Quand on parle de l'expression, les jeunes aujourd'hui, surtout dans les hip-hop, s'expriment beaucoup dans le dancehall, s'expriment beaucoup avec leur corps, et la danse chez les jeunes, ça reste quelque chose, c'est aussi un message. My name them too, but it was like a big list.
not hear them. Cause tell them ready for the feel like carbon. Them no wanna down with that, you copy that. Them a run off front just off on the back. On the back way, them boy they a copy that. Matches real things, no can't tell it. Sugar you up. Ils ont les mêmes dynamismes, la même envie qu'il y a chez les jeunes aujourd'hui. On voit que dans la danse, il y a une vraie expression en tout cas. Ils mettent beaucoup, en tout cas beaucoup de cœur pour le dire. Vous en avez une énergie, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est cette énergie-là, et ça, elle est vraiment représentative. Et on voit, lorsque nous pratiquons les arts se vivent ensemble. Là, on a vu justement la différentes communautés, différents trucs. Ben là, elle est vraiment liée, quoi. Il y a des valeurs. Et c'est ça que l'excellent. Et justement, ça aussi, c'est quelque chose. C'est-à-dire que la danse, on dit que la musique est universelle. La danse, elle l'est également, puisqu'elle gomme les différences sociales. Quand ils se retrouvent sur cette... on le voit dans la rue, là. On se retrouve dans la rue ou sur une piste. Il n'y a pas de différence. La musique les entraîne et ils se laissent aller. Et ça, c'est un élément, je veux dire, c'est un vrai vecteur social, un vrai vecteur de cohésion sociale. Et pour vous qui êtes sur Ravine Blanche, c'est doit être quelque chose de magnifique de pouvoir avoir tout le monde venir danser. Exactement. Après, c'est un combat parce que effectivement, pouvoir faire comprendre ça aux institutions, ou de dire que justement, lorsque nous faisons de l'enseignement culturel, ce n'est pas de l'animation. Là, on a vu, c'est vraiment un vivre ensemble, c'est vraiment une cohésion sociale, c'est vraiment des valeurs qu'on transmet. Et ça, on retrouve ça. Bon, après, nous, on n'a pas une distinction. C'est-à-dire que nous, moi, je fais surtout de la musique traditionnelle. Musique, danse est toujours liée. C'est-à-dire que ne essayez pas de dissocier. C'est-à-dire que bien souvent, même quand on nous fait intervenir la danseuse, que ce soit en danseuse africaine, que ce soit en danseuse de Maloya et tout truc comme ça, il y a toujours une connexion avec les musiciens. Et il est vrai que lorsque les enfants de la Ravine Blanche est là, de nous voir dans plusieurs communautés, que ce soit Maoré, que ce soit créole, que ce soit Yap, que ce soit toutes les là. Et il n'y a pas une distinction. Et au contraire, il y a des valeurs qui est transmises parce que là, il voit que n'est pas face à cet écran, que n'est pas seul, que il doit avoir une interaction avec l'autre. Et un élément qu'on voit souvent sur une piste de danse, c'est peut-être un paradoxe de le dire, on regarde toujours ce que fait l'autre et on essaye toujours de prendre ce qu'il y a le meilleur de l'autre et on le voit dans la danse. Au contraire, on compose, on partage et ça, ceux qui décident ne le voient pas. C'est un combat que nous mènons, en tous les cas, parce que pour moi, en tout cas, l'enseignement artistique, c'est pas de l'animation. C'est pas de l'animation, on nous transmet vraiment des valeurs. Mais ça, c'est pas que sur le plan local. Hein. C'est-à-dire que même sur le plan national, on a des personnes qui combattent là-dessus, en expliquant que voilà, nous, on a des pays comme Cuba aujourd'hui, elle est bien avancée parce que justement, elle a mis en avant, en disant que voilà, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ils travaillent sur le vivre ensemble aussi. Et c'est juste un paradoxe de le dire, puisqu'on sort du carnaval, et pour ceux qui ont regardé les chaînes nationales ou les chaînes régionales, bien sûr, sur les reportages concernant le carnaval au Brésil, le carnaval de Rio, on voit ce mélange, ce métissage, et encore une fois, la musique, bien sûr, la samba, c'est vraiment un dénominateur commun où tout le monde vient pour faire la fête, et quand on ne sera que dans le concours des écoles de samba, on voit que la musique et la danse sont vraiment fédérateurs. C'est pour ça, c'est bien de prendre l'exemple du Brésil. Là-bas, vraiment, ils travaillent là-dessus. C'est-à-dire que nous, ici, à La Réunion, le problème que nous avons, c'est de vraiment rechercher où sont les lieux de transmission. Où sont les lieux de transmission? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il est compliqué. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est dans le milieu, si vous n'avez pas quelqu'un qui est artiste, si vous n'avez pas quelqu'un qui pratique, il est compliqué parce que les lieux de transmission, il est très fermé.
C'est quelque chose que nous n'avons pas comparé au Brésil où justement là, ces lieux-là, est beaucoup plus développé. Et là-dessus, là, ben, nous voit directement que justement, ils portent sur le plan international, ils portent partout en fait. Et c'est ça. Et justement, aujourd'hui, quand on regarde au niveau des fêtes de chaque communauté, que ce soit pour le Nouvel An chinois ou Gandhi, pour la communauté chinoise, que pour le Deepavali, pour la communauté tamoule, ou pour le Maloya, tout ce qui tourne autour du 20 décembre, on voit que il y a ce mélange. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une fête qui a pas... Bon, si, la communauté chinoise a sa fête, comme les musulmans, mais il y a quand même tout ce qui est culturel, il y a ce mélange-là. On voit que il y a un vrai métissage, ou bien un début de vrai métissage dans la culture. Oui et non. Oui, pourquoi non? Oui et non, parce qu'il faut quand même regarder vraiment, là, au Parlement du 20 décembre, ok, aujourd'hui, c'est sûr. Sur là... le 20 décembre, en tout cas, on voit toutes les communautés, voilà, on voit tout le monde. C'est vraiment la fête réunionnaise. Exactement. Mais c'est pour ça que Malidi, enfin, ça, il engage que moi, en fin de compte, sur le 20 décembre, ben, faut nous garder quand même, c'est que les codes fondateurs du 20 décembre, c'est-à-dire que nous devons bien regarder l'identité. C'était vraiment la fête CAF. On comprend comment dire, c'est-à-dire que nous fêtons vraiment la libération du CAF. On comprend aujourd'hui, moi, tout ce qui dit fête, enfin, liberté métisse, tout un train un peu métissage, il affaire à moi un peu parce que nous perdons faut pas perdre l'identité CAF de la Réunion, c'est ça? Faut pas perdre vraiment. Quand on parle du 20 décembre, oui, mais quand on parle de métissage, Fida, il faut quand même c'est ça le problème. On est tous fiers du métissage et en même temps on dit il faut garder le CAF, il faut garder le malinois, il faut garder le chinois. En fin de compte, c'est juste pour dire ça, juste pour dire, moi, en tous les cas, 20 décembre, l'abolition de l'esclavage, le code noir, on est bien d'accord qu'il était pour le CAF. On comprend comment dire, voilà. Le code noir était pour l'Africain, pour les Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que nous perdions ça. C'est-à-dire que le 20 décembre, il faut nous mettre bien d'accord que c'est la fête CAF. Maintenant, tout le monde aujourd'hui. On va malgache parce qu'on a quand même intégré les malgaches. Oui, exactement. Mais que nous garde bien cette identité-là. Que nous ne pète pas ce code fondateur-là en disant que ben voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'il devienne trop folklore. Fida Mohamed a l'impression que quelque part, on est en train de diluer cette fête CAF dans la fête de la liberté, dans la fête des Réunionnais. Ce 20 décembre. Moi, personnellement, m'a pas de problème du fait que, voilà, aujourd'hui, il est quand même ouvert, mais nous garde le combat qui a été fait. C'est-à-dire que ceux qui ont combattu pour ça, que nous veut pas, le code noir a été appliqué pour les CAF. Oui, non, ça c'est vrai. Donc, pour moi, quand on parle à moi fête de métis pour le 20 décembre, non. Enfin, nous les métissés aujourd'hui. Je dis qu'il y a un métissage. Voilà, un métissage. Ce métissage participe à cette fête du 20 décembre. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la Réunion qui aimerait bien qu'on garde l'identité voilà. Pour le 20 décembre. Pour le 20 décembre. Et pourtant, moi, mes enfants, les métis, on n'a pas de problème là-dessus. Hein. Mais il faut que vraiment nous gardions cette identité-là. Il ne faut pas que nous essayions de folkloriser, quoi. C'est ça, surtout. Parce que ne pas, je veux dire, faire tomber dans l'oubli le passé, c'est-à-dire toute la souffrance des esclaves, tout le combat qu'ils ont mené pour cette liberté, et puis aussi l'identité, parce qu'il y a une chose est vraie, et Fida Mohamed ne l'a pas dit, je vais le dire quand même, c'est vrai que le CAF se sent un petit peu exclu de cette société réunionnaise. Je ne sais pas si cette génération-là est vraie, je parle de Fida Mohamed, mais en tout cas, la génération au-dessus, les aînés, eux, ont l'impression que, quelque part, on les oublie un peu. C'est ça, parce que moi, me dit souvent, quand nous voyons un arbre, nous ne voyons que la cime de l'arbre. C'est-à-dire que nous voyons les feuilles, mais nous ne voyons pas les racines. Non. Les racines, les vrais, nous ne voyons pas, mais il y a des racines. Et surtout, l'histoire de la Réunion, il va parler depuis, je sais pas, depuis le peuplement. On regarde du peuplement aujourd'hui. Si on regarde sur la frise chronologique, 90% de notre histoire, elle est basée sur l'esclavage. Enfin, on comprend comment dire. C'est-à-dire que n'a que 170 ans cette année que nous vivons en tant que libre. Donc, on ne peut pas oublier ces racines. Aujourd'hui, ok. 170 ans, c'est très court dans l'histoire de l'île de la Réunion, de notre peuplement et de l'histoire du monde, effectivement. Mais je reviens sur ces 170 ans. Mais c'est vrai que c'est important, parce que quand on dit 170 ans sur 300 ans. Donc, c'est quand même important. Si on remonte à 1363, c'est vrai que ça fait très court, je dirais. Voilà, c'est ça. Mais quelque part, il y a aussi une chose, c'est qu'il faut faire un choix. Et à un moment donné, il faudra faire un choix. Est-ce qu'il faut ouvrir au métissage? C'est la vie de demain. Pour moi, le métissage, c'est l'avenir. Si on ouvre au métissage, il ne faut pas pour autant perdre l'identité. Ne perdre pas l'identité, c'est exactement ça. Il ne faudrait pas que nous disions que voilà, aujourd'hui, nous représente le truc. Aujourd'hui, excusez-moi, il voyage beaucoup. Très souvent, il voyage.
Les gens qui connaissent la Réunion, vous êtes, oui, ok, mais l'image que nous a la Réunion, on ne voit que des métis. L'image que nous donne aujourd'hui, c'est que nous ne voit que des métis, nous voit que des trucs comme ça, parce qu'effectivement, nous les très peu représentés. Enfin, nous dit nous les très peu représentés, mais c'est exactement ça. Mais il arrive que ce soit, on était en Afrique du Sud, dis-moi comment, ah, ok. Ah, parce qu'il y a des Réunionnais noirs comme vous? Ah ouais? Mais je dis, bah oui. Si, si. Bref. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a le métissage, nous est bien, nous est d'accord, c'est ça, on a ce vivre ensemble que nous ne trouvons pas ailleurs, parce que c'est vrai, hein, ça, c'est vraiment une force que nous avons, et super, ce vivre ensemble là, mais comme il dit, ne pète pas les codes fondateurs, n'oublie pas ce que l'a fait qu'aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je transforme le 20 décembre en disant, métis, non, nous garde, c'est fête CAF, nous reste fête CAF. Mais par contre, oui, aujourd'hui, les Réunionnais, les métissés, donc c'est notre fête aussi. Mais n'oublie pas pourquoi cette fête-là, cette symbolique-là, au fait, il ne faut pas oublier. Quoi on aimerait bien voir pour ces 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, puisque le 20 décembre, ça fera 170 ans que l'esclavage a été aboli. Ouais. Pour un jeune comme Fida Mohamed, ça représente quoi? Moi, en fin de compte, il est très attaché à ça, parce que pour moi, le 20 décembre, en tous les cas, c'est quelque chose qui relie à nous vraiment à la diaspora africaine. Parce qu'à l'heure actuelle, très peu de jeunes, ils connaissent l'histoire. C'est-à-dire que pour eux, voilà, nous les malgaches, nous les métis, nous les signes et ça, un truc comme ça, mais tout ce qui relie à nous, le seul truc qui reste à nous vraiment pour relier à nous, à la diaspora africaine, c'est le 20 décembre, avec justement cette fête CAF, des trucs comme ça. Donc, moi, on a plein de projets parce que je côtoie des gens, il y a un projet comme celui de M. Mokazambo, il était pour dire, moi, comme, ouais, voilà, il aimerait travailler sur la charte du Mandé. La charte du Mandé, en fin de compte, c'est justement sur l'Empire Mandingue. Dans l'Empire Mandingue, le premier grand roi à avoir aboli, avoir créé le texte des droits de l'homme, ça a très très longtemps, c'est Soundiata Keïta. Travailler là-dessus, parce que justement, on a un lien avec l'esclavage, on a un lien avec justement tout ce qui est... Juste rappeler que les Mandingues, c'est ce peuple qui est un petit peu autour du Sénégal. Afrique de l'Ouest. D'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, c'est un peuple qui s'est, je dirais, réparti sur 3 ou 4 pays qu'on appelle le peuple mandingue. Ouais, exactement. C'était le grand empire du Mali à l'époque. Ouais. Donc, en fin de compte, il y a plusieurs projets. Il y a aussi un projet où on est en train de discuter avec quelqu'un, où il explique comment justement on a eu une princesse africaine. Bon, ça rentre trop dans le projet. Qu'elle est venue justement par la rivière d'abord et tout, le truc comme ça, retracer cette histoire-là. On a plusieurs projets où justement, nous peut justement retracer ça en disant, mais voilà, nous on a des origines. Qu'il faut surtout pas oublier, mais il faut surtout s'en souvenir. Il nous reste 3 minutes avant de terminer, Fida. Qu'est-ce que Fida va préparer à travers la danse, à travers la musique, pour ce 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage? En fait, en ce moment, nous travaillons avec des jeunes du quartier de la Ravine Blanche, entre autres. Ces jeunes-là, nous travaillons vraiment sur un spectacle, mais c'est sur un voyage où, en fait, lorsque nous sera... comment expliquer ça? En gros, c'est un voyage culturel que Banaï fait, c'est-à-dire que nous avons la danse, nous avons la musique. Là-dedans, là, à travers ça, nous va partir vers Cuba, parce que nous faisons une percussion afro-cubaine. Nous va partir aussi dans l'Empire Mandingue. Sur l'Empire Mandingue, nous aura tout ce qui est en lien avec la percussion africaine et tout, des trucs comme ça. Nous sera à La Réunion aussi, parce que justement, on nous fait aussi le malioa traditionnel. Et vraiment, j'aimerais qu'à travers le spectacle que ces jeunes-là, il va présenter le 20 décembre, c'est ce voyage-là que l'a eu la diaspora africaine à travers justement, lorsque Bana était esclave, lorsque Bana est sorti, que ce soit de l'île de Gorée, que Bana est sorti, que ce soit de Zanzibar, des trucs comme ça, que Bana est parti peupler les Caraïbes, que Bana est parti peupler justement nous ici, la zone océan Indien. Mais c'est un peu ce voyage-là, mais à travers la musique et la danse. D'accord. On aura donc l'occasion, et j'espère on aura l'occasion vraiment d'abord de revoir Fida Mohamed sur ce plateau pour aborder d'autres sujets avec d'autres jeunes si c'est possible, voir un peu quel travail il mène dans son association qui s'appelle l'école musique trad. Répétez. L'école musique trad. D'accord. On aura l'occasion de revoir donc son école de Ravine Blanche à Saint-Pierre et voir d'autres jeunes. On arrive à la fin de l'émission. Si j'ouvre encore le débat, on va déborder. En tout cas, ça a été un plaisir de voir un jeune qui essaye de bien maîtriser l'histoire de son île et de voir ce ce 110e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. C'est pas seulement le Maloya, mais c'est d'abord des racines, une histoire. Exactement, parce qu'un peuple qui connaît pas son histoire, il ne peut pas savoir où ça va. Donc, il est obligé de connaître justement l'histoire, que ce soit à travers le peuplement, mais qui la peuple à nous et tout, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, on doit connaître notre histoire pour être justement fort, avoir des racines très fortes
et ouvrir un nouvel monde, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, nous les ouvrir vers le monde, mais nous perdre un peu de notre identité. Il ne faudrait pas que nous perdions l'identité, il faut vraiment que nous ayons ces bases solides-là. En tout cas, quand on se reverra, il nous parlera de sa princesse africaine. En tout cas, j'y tiens. J'aimerais savoir comment elle était, si elle était aussi jolie que ça. En tout cas, Mohamed, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Ça a été vraiment un plaisir de découvrir qu'il y a des jeunes à La Réunion qui ont envie de connaître leur histoire. Merci. Je dis à bientôt. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis. Merci à François et à Lalina. Je vous dis à demain.